Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un thème assez peu classique, puisqu'on parfois on confronte géologie et la Bible, archéologie et la Bible, à la limite sciences physiques et la Bible, astronomie et la Bible, etc. Mais ce qu'on appelle des sciences dures. Et là, on va parler de la science économique et de la Bible. Alors, on va parler d'une façon très générale sur la science de l'économie et d'une façon très générale sur la Bible. On va voir les approches. On ne va pas parler, peut-être une autre fois, on va voir en fonction des questions qui surviendraient par la suite, de la vie pratique économique, à savoir dans une vie professionnelle, en tant que vendeur, comment établir un prix qui soit juste, on va en parler un petit peu, mais comment établir un prix qui soit juste, et en tant qu'acheteur, comment aborder un prix d'achat juste, c'est-à-dire comment aborder le principe de la négociation. Alors ça, on ne va pas en parler ce soir, parce que c'est aussi un vaste sujet très intéressant, puisque la Bible nous donne des éléments qui nous permettent d'être justes et d'être loyal, mais pour autant de ne pas se faire avoir. Ça, c'est un autre volet. Donc ce soir, nous allons particulièrement rester sur la science économique face à la Bible, donc vraiment la science économique dans son fonctionnement et le pourquoi du comment. Et on va comparer les deux pour voir que, dans le fond, il y a des points de vue qui se rejoignent. Enfin, qui se rejoignent. Il y a, quand je dis point de vue, c'est le point de mire. L'objectif à atteindre est le même. Évidemment, les chemins ne vont pas du tout être les mêmes. Je vous propose de commencer par deux textes bibliques que nous n'allons pas expliquer, c'est juste pour montrer deux choses. J'aurais pu en prendre d'autres. Donc voilà, deux aspects de la vie économique. On a Genèse chapitre 47 des versets 16 à 26. Donc c'est Joseph qui est en Égypte, qui est Premier ministre en Égypte, donc sous le Pharaon, et qui doit un peu gérer le pays. Joseph dit, donnez vos troupeaux, donc il s'adresse aux Égyptiens, il y a une famine, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit aussi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé, que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties. Vous ensemencerez les champs, et pour vous nourrir, avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Je ne vais pas commenter, juste donner quelques petites informations. Dans certaines études bibliques, je ne vais pas commenter pourquoi, mais Joseph est appelé le père du FMI, à partir de ce texte, pour montrer que ça a des implications. Petit détail important, quand il est parlé des terres des prêtres, il faut savoir que c'était des terres qui étaient aux Hébreux. Donc là, je vous renvoie vers notre étude sur qui était Joseph en Égypte, pour comprendre que voilà, toute la famille sacerdotale et la famille ce qu'appelaient les prêtres, il y avait des prêtres des dieux, mais il y avait surtout toute la famille de Jacob qui faisait partie des prêtres. Donc, c'est eux qui ne vendirent pas leurs terres. En plus, ils étaient à Goshen, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Maintenant, un autre texte, Genèse 47, 27, juste le verset qui suit,
qui est dans un contraste extraordinaire, c'est l'équivalent du blanc et du noir. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Alors, on a d'un côté un long texte qui nous montre comment le peuple égyptien s'est retrouvé asservi au pharaon. C'est-à-dire que tout a été donné dans un contexte économique particulier, la famine, certes, mais il y a eu un échange économique de fait, et ce qui fait que le peuple égyptien s'est retrouvé asservi. Et d'un autre côté, on a un verset 5 qui nous dit qu'Israël, lui, vivait dans le pays de Goshen, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. J'aurais très bien pu rajouter le texte dans les Actes des Apôtres, un texte du Nouveau Testament, où il est parlé qu'au départ, ils mettaient tout en commun. Donc on a encore une autre vision économique, un système économique, dont on parlera peut-être une autre fois. Et quand on dit qu'ils mettaient tout en commun, c'est une lecture rapide que de dire, certains se sont appuyés là-dessus, pour dire qu'en fait, l'Église primitive était communiste. Absolument pas, on en a déjà parlé lors d'une étude, mais absolument pas, parce que c'est vraiment une lecture très rapide, transversale. Maintenant, nous allons parler un petit peu de qu'est-ce que la science économique, pour que l'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Parce que si derrière cette notion, on ne met pas le même sens, forcément, on ne va pas parler de la même chose. Donc la science économique est née en 1776, donc 18e siècle. Le livre d'Adam Smith, 1723-1790, qui est un philosophe et économiste écossais des Lumières, La richesse des nations, est un texte fondateur qui inspira les grands économistes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les grands économistes, dont par exemple Karl Marx, dont on va parler, mais d'autres, se sont inspirés de ce texte. Donc c'est vraiment le texte fondateur de la science économique. Quand on dit économique, l'économie désigne étymologiquement l'administration de la maison. Donc la science économique, c'est la science de l'administration de la maison. Au sens courant, l'économie rassemble des activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution et la consommation de biens et de services. C'est ça qu'on entend par économique. Ce n'est pas que l'argent. Évidemment, souvent, quand on parle d'économie, c'est sonnant trébuchant. Mais quand on parle d'économie, ici, on prend vraiment au sens général, donc c'est-à-dire tout échange, ça peut être du troc aussi, hein, ça fait partie de l'économie. Donc tout échange tourné vers une production, l'échange, la distribution ou la consommation de biens et de services. Il y a un terme utilisé en théologie, un terme que je n'aime pas du tout, mais qui est utilisé en théologie systématique, qui s'appelle l'économie du salut, pour désigner le plan de salut de Dieu et sa réalisation tout au long de l'histoire, c'est-à-dire sa venue dans ce monde en la personne de Jésus pour sauver les hommes. On va en parler un petit peu tout à l'heure pour voir, et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je n'aime pas du tout cette expression. Dérivé du point de vue économique, de la métapsychologie freudienne, économie psychique est le terme générique généralement employé pour désigner la vie psychique et surtout la manière et les modalités selon lesquelles s'organise cette vie psycho-affective. Alors ça, ce sujet-là, je ne vais pas en parler. C'était juste pour dire que ce mot est utilisé aussi dans ce cadre-là, mais ça n'a rien à voir avec son sens étymologique. Science, maintenant. La science. Ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle caractérisée par un objet et une méthode fondée sur des observations objectives, vérifiables et des raisonnements rigoureux. C'est la base de la science. J'observe, je peux observer à multiples reprises par diverses expériences qui mènent à un même résultat. Du coup, j'en déduis une théorie ou des hypothèses qui vont m'amener à une théorie. Voilà. Et peut-être à des lois. L'objectif étant d'établir des lois, des règles de cause à effet. La science a pour but d'établir des règles de cause à effet qu'on appelle universelles ou contingentes. Contingentes, ça veut dire qu'ils ne soient pas liés à un espace culturel, ni à une époque. Par exemple, les planètes tournent. Bon, elles tournent, elles ont tourné au Moyen-Âge, elles ont tourné à l'Antiquité, elles ont tourné avant, et elles continueront de tourner jusqu'à la fin. Donc là, on a des lois universelles qui ne sont pas liées à une culture. Les planètes tournent de la même manière, qu'on soit dans une culture occidentale, amérindienne ou orientale. Ça, c'est la science. La science économique est une expression attachée à l'ambition de trouver des lois dans ce qui fait l'économie. C'est-à-dire que la science économique, j'ai bien mis l'ambition, on va voir que c'était une ambition, ça s'est resté à l'ambition, pour trouver des lois, des règles de fonctionnement qui ne soient pas contingentes, donc qui ne soient pas dépendantes ni de l'époque,
ni du lieu géographique, donc ni de la culture. Ce n'est pas culturel. Qui fait l'économie? Alors, qu'est-ce qui fait l'économie? Les prix, les monnaies, les quantités, les matières, le blé, l'avoine, le pétrole aujourd'hui, etc. L'eau, qui va peut-être devenir quelque chose de très difficile à obtenir dans les années qui viennent. Des lois, et bien des règles permanentes toujours vraies. Donc l'objectif de la science économique, c'est d'établir des lois, des règles toujours vraies, qui permettent d'établir les prix, les monnaies, les fluctuations, etc. Et donc de prédire, d'envisager, de gérer, de juguler s'il le faut. Le lien de cause à effet est vérifiable dans l'espace et dans le temps. C'est une loi. Si on établit une loi, ça veut dire que c'est toujours vrai. Les événements, les faits, se reproduisent invariablement ou suivant des processus stables et continus. On ne peut pas dire il y a une loi vraie de moins 300 à moins 100, et puis une autre loi qui est vraie de plus 300 à plus 1200, etc. Ça veut dire que ce n'est pas une loi. C'est culturel, c'est circonscrit à une époque, à une géographie, mais on n'est pas sur une loi de science économique. Donc dans l'espace, c'est une recherche d'universalité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vrai partout sur la planète, comme un objet qui tombe, la loi de la gravitation, elle est vraie partout sur la planète. Dans le temps, recherche de pérennité et de perpétuation. Il faut que ce soit vrai hier, aujourd'hui et demain. Donc ça veut dire que quand on dit recherche d'universalité, de pérennité et de perpétuation, ça veut dire qu'on veut se détacher de tout effet de mode. On va dire que ce soit à cause de la mode ou que c'était dans le vent. C'est une loi pérenne. Mais cette science de l'économie se décompose en deux parties, en deux grandes sciences, on va dire. Deux grands chapitres. La microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie. Alors, problème central de la microéconomie, c'est le prix. Parce qu'au niveau de la microéconomie, c'est dans un microcosme, c'est-à-dire autour de nous, qu'est-ce qui va faire que l'économie va pouvoir aller de l'avant ou pas? C'est le prix. Si tout est trop cher, ça ne va pas avancer beaucoup. Donc c'est le prix. La macroéconomie, le problème central de la macroéconomie, c'est la richesse globale d'une nation. Donc là, on est à l'échelle nationale, internationale. Donc, on a deux problématiques différentes. On a la microéconomie dont le problème central, c'est le prix. Et on a la macroéconomie dont la problématique centrale, c'est la richesse globale d'une nation. Cette richesse globale d'une nation se mesure par le PNB, qu'on a abandonné, puis maintenant, c'est le PIB. Le PNB, c'est le produit national brut, somme des richesses créées par les acteurs économiques nationaux, comprend la production nationale, mais aussi la production des entreprises nationales installées à l'étranger. C'est-à-dire que si en France, le PNB se calculait avec toutes les sociétés françaises qui produisaient en France, mais qui produisaient aussi à l'étranger. C'était le PNB. Mais ne comprend pas les produits créés sur le territoire national par les entreprises étrangères. Donc une société allemande installée en France ne rentrait pas dans le poids du PNB, pour comparer les pays. Ça a été abandonné depuis 1993 pour être remplacé par le PIB, produit intérieur brut, somme des richesses créées par des acteurs économiques sur le territoire national. Donc c'est-à-dire que là, tout ce qui est créé sur le territoire national est pris en compte. Pour passer du PIB au PNB, il faut donc ajouter les revenus entrant sur le territoire national au cours de l'année et soustraire les revenus qui en sortent. Bon, ça paraît logique, c'est juste une évolution, mais vous allez voir que cette évolution n'est pas si anodine que ça. Elle dénote de quelque chose, dont on va voir tout à l'heure. Pour l'instant, je présente. Le prix, élément fondamental de la vie économique, évidemment. C'est le nerf de la guerre, je dirais. Intervient dans la vente et dans l'achat. Toute la base de la négociation, c'est trop cher, pas assez cher. Je vends. En général, je ne vends pas assez cher, et en général, quand j'achète, c'est trop cher. Donc, il y a un prix de vente et il y a un prix d'achat. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous vendez votre voiture, il y a des argus de vente et des argus d'achat. Enfin, après, tout se négocie, soi-disant. Avec un minimum et un maximum acceptable. C'est-à-dire qu'il y a un prix, le vendeur, il va mettre un prix, l'acheteur, il peut accepter jusqu'à un certain prix, et puis c'est toute la partie, justement, de négociation. Et comme je disais en introduction, la difficulté est de savoir comment établir ce prix acceptable.
impliquant un conflit moral. C'est-à-dire que là, on commence à toucher à quelque chose qui implique un conflit moral. Celui qui possède un objet et qui est prêt à le céder à un tiers contre quelque chose, donc ça peut être de l'argent, mais ça peut être du troc, ça peut être autre chose, est en face d'un problème moral. Céder un objet, c'est vendre. On va partir sur l'idée de vendre. On ne va pas parler du troc en permanence, on va parler de la vente. Le problème moral, c'est soit il est en position de force, l'acheteur veut absolument l'objet, il le veut, il en a besoin. Là, il y a des raisons affectives qui vont rentrer en compte, mais le vendeur, il lui faut cet objet. Donc là, il est en position de force, le vendeur. L'acheteur, il lui faut cet objet, donc le vendeur est en position de force. L'objet est absolument nécessaire à l'acheteur. Donc là, c'est pas qu'il veut, c'est nécessaire. Raison technique. Son entreprise va s'arrêter s'il n'a pas cette pièce. Il va mourir s'il n'a pas ce médicament. Donc, il y a évidemment, s'il meurt, il y a un aspect affectif, évidemment, mais il y a un aspect technique, c'est-à-dire que c'est incontournable. Donc, dans ce cas-là, le vendeur est en force, position de force. Quid, que peut-on penser d'un remède contre une maladie incurable qui serait vendu aux enchères? On peut imaginer le problème moral. Il existe un seul tube à essai dans lequel il y a le médicament qui peut soigner 10 personnes de cette maladie incurable et il y a des millions de personnes atteintes. Qui va avoir le médicament? S'il est vendu aux enchères, c'est injuste, parce que ça veut dire que celui qui a de l'argent pourra l'avoir et l'autre, il ne peut pas. Donc on voit, j'ai pris un exemple un petit peu extrême, mais on voit que dans le processus de vente et d'achat, on peut très vite être confronté à un problème moral grave. Seuls les riches pourraient se l'offrir. Donc ça pose un problème. Là, on a un passage biblique, un petit texte qui nous donne un petit peu l'illustration, dans Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il est près d'une piscine. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc là, on a le cas, c'est injuste. Il est là, il est avec les autres, mais il y en a qui ont de l'aide et pas lui. Donc, on voit que là, il y a un problème. Donc, il ne peut pas être guéri. Donc, ça fait 38 ans qu'il espère être guéri et il voit les autres défiler devant lui, mais pas lui, parce que personne ne l'aide. Donc, on voit qu'il y a un problème moral, en fait. Soit il est en position de faiblesse, le vendeur. Le vendeur a absolument besoin d'argent. J'ai des dettes, là, il faut absolument que je vende ma maison. Et donc, du coup, l'acheteur est en position de force. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Ah oui, mais tu as besoin d'argent, mais on va commencer à discuter. Donc là, il y a une raison technique, il a besoin d'argent. Le vendeur ne veut pas perdre son acheteur. Il a un acheteur, une grosse chaîne de distribution en France, puis l'acheteur lui dit « Ouais, mais là, il faut que tu fasses quelque chose, parce que sinon, je vais passer chez le concurrent. » Il ne veut pas le perdre. Raison affective, qui peut avoir des contraintes techniques, mais il y a une raison, je dirais, qui joue sur la psychologie. C'est quid d'un monopsone? Le monopsone, c'est quoi? C'est l'acheteur unique impose une ou des baisses de prix prétextant que les concurrents font mieux. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un fabricant, il a des vendeurs, etc., des commerciaux, il vend à une grande chaîne de distribution nationale qui lui dit « Oh là là, votre produit est formidable, je vous achète tout. Je mets le prix, j'achète tout. » Donc là, le vendeur, il se dit « Waouh, super, j'ai plus à me tracasser avec mes commerciaux, je vends tout, c'est super. » L'année suivante, la chaîne vient le voir et dit « Ah, mais là, il y a un concurrent qui arrive, faut baisser. » Mais comme il n'y a plus qu'un seul, il a qu'un seul acheteur, si jamais il le perd, il est fini. Donc c'est ce qu'on appelle un monopsone. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un acheteur qui a plusieurs vendeurs, mais le vendeur n'a qu'un seul acheteur. Voilà, donc là, on a un problème moral. C'est quelque chose que l'on rencontre très fréquemment aujourd'hui dans la société. Dans les deux cas, il s'agit d'une situation de violence. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut être très, très violent et qui peut amener à la dépression ou à des actes inconsidérés. On a le cas aujourd'hui dans notre société moderne. Ça montre bien qu'on est dans un cas de violence psychologique, morale, affective, ce qu'on veut, mais on est dans la violence. Donc le fait de vendre et d'acheter, d'établir un prix de vente et un prix d'achat,
Évidemment, si c'est juste pour aller acheter un yaourt, c'est différent, mais on voit que on peut vite être confronté à quelque chose de moralement violent. Dans les 2 cas, la morale est en péril. C'est-à-dire que dans les 2 cas, que ce soit le vendeur, que ce soit en position de force ou l'acheteur, on peut être confronté à une position où des personnes vont accepter des choses contre leur gré, en fait. Parce que contraints par une violence externe. Maintenant, on va parler de la science de la microéconomie, la science microéconomique, pardon, qui a annoncé avoir trouvé le remède à cette violence. Une équation. Ah, je sens qu'il y en a certains qui frémissent de peur, d'autres de plaisir. Vous allez voir, l'équation est simple. Donc la microéconomique a annoncé avoir trouvé un remède, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est voilà, à cette violence, c'est un juste prix égale le juste coût plus le juste bénéfice. Et là, tout le monde, il y a un consensus, tout le monde est d'accord avec cette équation. C'est-à-dire que le juste prix, c'est le juste coût avec un juste bénéfice. Le fait qu'il y ait 3 fois le mot juste semble caractériser la victoire morale. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé un équilibre moral. C'est juste. On a le juste prix au juste coût plus le juste bénéfice. C'est formidable. On a sauvé le monde. Sauf que, il y a un piège. Il y a un piège puisque l'épithète juste prix, juste, vient d'un substantif. Par contre, juste coût vient aussi d'un substantif, mais pas le même. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre les deux. Alors que lu comme ça, on se dit, bah oui, c'est formidable, tout est juste, mais tout est juste. Le premier juste prix vient de l'épithète, enfin, vient du substantif justice, alors que le deuxième vient de justesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un premier piège fondamental ici dans cette équation sur la microéconomie. Il semblerait que la justice puisse s'obtenir à partir de la justesse. C'est-à-dire que la justice dans les prix, c'est-à-dire l'équité, l'égalité, enfin la justice quoi, pourrait venir de la justesse du coût. Pour que la vie économique soit moralement acceptable, il faut que la justice règne. C'est clair. Et pour que la justice règne, eh bien, on va mesurer des choses, la justesse. C'est tout le piège de cette expression, qui pourtant est très souvent utilisée, où on va nous dire que la justice va provenir de la justesse, donc d'un calcul. On va déduire le bien du vrai. On va déduire ce qui est bien de ce qui est vrai. C'est-à-dire de ce qui est démontré par le calcul. Si c'est démontré par le calcul, ça veut dire que c'est vrai. Et donc si c'est vrai, ça veut dire que c'est bien. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est bien. Mais la microéconomie nous dit, si, moi je vous dis, qu'à partir du moment où on est dans la justesse des coûts, dans les calculs justes, alors on sera dans la justice sociale. C'est le fondement de la microéconomie. Idée textuellement exprimée chez Platon et Aristote, donc c'est pas nouveau, hein. Ça date de 2000 ans. Platon et Aristote, et les autres, j'ai pris ces deux-là, mais parce qu'ils sont très connus, mais il y en a d'autres, hein, qui sont dans la recherche de l'absolu, ce qui était le cas dans le siècle des Lumières, avec tous les philosophes des Lumières, qui étaient dans la recherche de l'absolu. Donc il y a, alors, qu'est-ce qu'on a chez Platon, chez Aristote, dans l'Antiquité, chez les philosophes antiques qui cherchaient de l'absolu? Il y a dans un ciel où vit un Dieu très abstrait, c'est des vérités indiscutables qui doivent être saisies par le sage, le philosophe, pour faire le bien de ses contemporains. En fait, il doit saisir le vrai qui se trouve quelque part dans l'abstrait pour en déduire le bien au niveau de ses contemporains. C'est l'idée de la philosophie antique. La science microéconomique proclame avoir trouvé. Elle a trouvé le bien absolu. Si je mesure des coûts avec justesse, je trouverai la justice. La justice, respect du droit et de l'équité, équitable pour tous. Il n'y a plus de justice culturelle, mais une justice contingente. Ça y est, on a trouvé. On a trouvé la loi qui fait que c'est tout le temps vrai, et que la justice, et donc la paix, on va en parler un petit peu après, va provenir du fait qu'on sait calculer juste, avec justesse.
qui remplace une règle plus ancienne. C'est-à-dire que cette règle de justice, calcul juste, la justesse, remplace une règle plus ancienne, je dirais beaucoup plus ancienne, que l'on trouve dans Exode chapitre 21, verset 24, et qui va être, qu'on va retrouver aussi dans le Code d'Hammurabi, sachant que pour information, le Code d'Hammurabi intervient à peu près un siècle, 50 ans, 100 ans après les 10 commandements sur le mont Sinaï, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et donc cette loi, c'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. On n'est pas dans le calcul, là. Ce qu'on appelle la loi du talion. Expression d'une éthique et non d'une morale publique. C'est-à-dire que, je ne vais pas l'étudier ce soir, on l'a déjà étudié, j'ai mis la référence ici dans une étude. La loi du talion, en fait, c'est une expression non pas d'une morale privée, individuelle, qui veut dire « il m'a crevé l'œil, je lui crève un œil ». Ça, c'est une lecture vraiment où on n'est plus du tout dans le contexte, on l'a retiré du contexte. C'est une expression d'une éthique publique, puisque l'objectif, c'était de rechercher l'équité. Il est évident que quelqu'un qui perd un œil, il en a encore un. Mais si celui qui lui a fait perdre l'œil est un borgne, ce n'est plus du tout équitable que de lui crever l'autre œil. Donc il y avait une recherche d'équité. Ça, il faut prendre tout le texte dans son contexte, et on voit bien qu'il y a une recherche d'équité publique. C'est faite non pas par un individu, mais par l'ensemble de la communauté. Retenez l'ensemble de la communauté. Tout à l'heure, on va y revenir. Oups. La justice obtenue par la justesse des calculs a été très développée par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Karl Marx. Alors aujourd'hui, un petit peu mis un peu au placard, même si, il faut être très honnête, Karl Marx a écrit des choses très intéressantes. Il n'y avait pas que des choses très intéressantes, mais il y avait des choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'il met dans son ouvrage? Les biens ont une valeur d'échange égale à la quantité de travail qu'ils contiennent. Le juste prix, c'est la justesse des coûts, plus le juste bénéfice. Pour le socialisme marxien, Karl Marx, juste prix égale juste coût plus juste bénéfice. L'équation aboutissant à la justice est la même dans les deux camps. Pourquoi? Parce que pour le libéralisme américain, j'ai mis américain entre guillemets parce que c'est vraiment le type même du libéralisme, eh bien on a la même expression. C'est-à-dire qu'en fait, on a une expression qui semble avoir réuni le monde entier, puisque Karl Marx est tout à fait d'accord sur le fait que le juste prix, c'est le juste coût plus le juste bénéfice, avec cette ambiguïté sur le juste, justice, justesse, et le libéralisme américain aussi. Curieux, n'est-ce pas? Pourtant, ce sont deux mondes qui s'affrontent depuis quelque temps, et violemment. La divergence vient de la différence de considération entre ce qui se constate et ce qui se décide. Ce qui se constate pour les socialistes, pour le communisme, pour Marx, c'est le coût, dicté par la valeur du travail. Je calcule le nombre d'heures, combien ça coûte par heure, le poids de l'acier, le prix au kilogramme de l'acier, je fais le total, j'obtiens un coût. J'obtiens un coût, issu du calcul mathématique. Donc forcément vrai. À partir du coût, on décide le prix, puisqu'on y ajoute le bénéfice, le juste bénéfice. Sur le bénéfice, j'en ai pas parlé parce que sur le juste bénéfice, il y a une sorte de consensus, je le dis un peu plus loin, mais il y a un consensus, c'est-à-dire que sur le radis, il y a tant de pourcents de bénéfices, sur les yaourts, il y a tant, sur les voitures, il y a tant. Il y a une sorte de consensus international où il n'y a pas de conflit sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petits dérapages avec des trusts qui se mettent d'accord entre eux pour augmenter le bénéfice d'un commun accord, mais ça c'est interdit. Et voilà, mais je dirais globalement, le juste bénéfice, il y a un consensus. Donc voilà. Pour le libéralisme américain, donc on a vu que pour le marxisme, ce qui se constate, c'est le coût par les additions, prix de matière, prix de main-d'œuvre, etc. Alors que pour le libéralisme, ce qui se constate, c'est le prix, dicté par la valeur du marché. C'est le prix du marché qui donne le prix de vente, issu d'un consensus général. Pour Marx, une voiture à la fabrication, ça coûte tant, je rajoute le bénéfice, donc je la vends tant. Je vais prendre des prix complètement absurdes, mais une voiture, on sait aujourd'hui qu'une voiture, approximativement, on va dire que ça coûte à la fabrication pour le constructeur 3 000 €, un peu trop, mais bon, c'est pas grave, 3 000 €, on va dire que le bénéfice, le juste bénéfice, c'est 3 000 €, donc on la vend 6 000 €. Le système libéral, c'est une voiture se vend combien sur le marché?
Ah, elle se vend 8 000 €. Ah ben, je vais vendre la mienne 8 000 €. Le calcul n'est pas le même. À partir du prix, on décide du coût. Alors on va me dire, bah non, le coût, ça reste des mathématiques. Non, on va commencer à se battre sur la valeur du coût. C'est-à-dire qu'on va commencer à négocier, à rogner, à délocaliser, à sous-traiter, à asphyxier le sous-traitant, parce que l'objectif, c'est d'obtenir un coût. On a un coût objectif. Le système économique est basé sur l'addition, du côté, je dirais, marxien. C'est-à-dire que j'ajoute juste prix égale juste coût plus bénéfice. Le juste coût, il est calculé. Le bénéfice décidé par le consensus. J'obtiens donc le juste prix obtenu par addition. J'additionne les deux. Alors que dans la logique libérale, le système économique est basé sur la soustraction. Juste prix égale juste coût plus juste bénéfice. C'est la même formule, sauf que le juste prix est décidé par le consensus. Le juste coût, il est objectivé, donc j'ai un objectif de coût. Du coup, j'en obtiens mon bénéfice par soustraction. Mon bénéfice, je ne l'ai pas décidé. Je vais l'obtenir parce que j'ai décidé du coût que je veux obtenir à l'achat. Résultat, on va faire baisser, affaiblir un peu l'épaisseur, diminuer l'épaisseur de telle partie, changer la matière, ne plus mettre de l'aluminium, mais mettre du plastique, etc. Parce que je veux réduire mes coûts. Donc on voit deux principes basés sur, où tout le monde est d'accord sur la formule juste prix égale juste coût plus juste bénéfice. Sauf que il y a un piège, et un deuxième piège ici, c'est que la lecture n'est pas la même. Il y en a un qui la lit presque de gauche à droite et l'autre qui la lit de droite à gauche. Petite parenthèse. Nous avons vu que la science économique, qui était née en 1776, il y avait un sens courant, l'économie qui rassemble les activités humaines d'échange, de vente, etc. Et qu'il y avait un terme utilisé en théologie, celui que j'aimais pas, qui s'appelle l'économie du salut. Regardons un petit peu. C'est très intéressant, à la résonance de ce qu'on vient de voir. Il existe deux façons de voir l'économie du salut. Entre guillemets, il y a deux grands axes qui sont, je dirais, religieux. Parce qu'on l'a dans le christianisme, mais on va l'avoir aussi dans l'islam, on va l'avoir dans le bouddhisme, on va l'avoir dans plein de choses, même dans des philosophies. C'est deux axes de salut, l'économie du salut d'une façon générale. Une, ça va être par les œuvres, et l'autre par la foi. Par les œuvres, c'est un système basé sur l'addition. Tu fais une bonne œuvre, deux bonnes œuvres, trois bonnes œuvres, quatre bonnes œuvres, 5, 6, 7, peut-être qu'arrivé à 1000, j'aurai un bon point. Allez, je recommence. Et à 1000 bons points, j'aurai un super point. Enfin bref, vous voyez, c'est le principe de l'addition. J'obtiens le salut par l'addition de mes œuvres. Juste prix, c'est juste coût qui est calculé. Je calcule mes bonnes œuvres quand même. Pas non plus exagéré. Donc, je fais des bonnes œuvres, je réfléchis à ce que je fais. Juste bénéfice décidé par consensus. Chaque œuvre rapporte des points, chaque œuvre me fait grandir. Alors, pour le bouddhisme, ça va être je vais monter d'un karma, d'un cran. Pour le christianisme, ça va être je vais mériter de passer d'un stade à un autre, etc. Je parle d'une façon générale. Et le juste prix, le salut obtenu par addition. Le salut va être obtenu en fonction de ces deux paramètres que je vais additionner. Le salut par la foi, le système économique est basé sur la soustraction. Le juste prix, décidé par consensus. Salut. Le juste coût, c'est objectivé. Et le juste bénéfice, obtenu par soustraction. J'ai un bénéfice. Si je saisis par la foi, je ne vais pas trop marcher dans la sanctification, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc je calcule, je fais attention, je ne fais pas trop, je fais juste ce qu'il faut. On a ces deux tendances. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a ces deux tendances au niveau de l'économie du salut. C'est pour ça que je n'aime pas ce terme, économie du salut, parce que ça fait résonance, en fait, à deux systèmes d'obtention du salut, alors que le salut est quelque chose qui est donné par grâce, uniquement. Fermez la parenthèse. La science microéconomique a connu un succès grandissant jusqu'au début du XXe siècle. Alors en fait, depuis 1776 jusqu'au début du XXe siècle, ça a été, c'était la voie du salut de l'humanité. Début du XXe siècle, il y a M. Vilfredo Pareto,
fameux Pareto, qui était ingénieur, sociologue et économiste italien. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il est italien, mais il est de mère française, ayant surtout travaillé en Suisse. Voilà. Donc, un peu dans la région, là, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait beaucoup de choses, mais en particulier, il a parlé au niveau économique du modèle, qu'on appelle le modèle de Pareto. Description de la vie économique comme un équilibre général. C'est-à-dire que Pareto a démontré, c'est la science, il a démontré qu'en fait, il y avait un équilibre général qui s'instaurait au niveau de l'économie. Les producteurs cherchent à maximiser leurs coûts, les consommateurs cherchent à maximiser leur satisfaction. Ça ne veut pas dire forcément payer moins cher, mais peut-être en avoir plus. Enfin, on essaye d'optimiser sa satisfaction. Et le producteur cherche à maximiser leur profit. Bah, évidemment, s'il maximise, enfin, il va réduire les coûts. Enfin voilà, donc il cherche à gagner le plus possible. Voilà. Et dans cet équilibre, tout le monde maximise quelque chose. Donc il arrive à un moment donné où on arrive à un équilibre ou un maximum de maximisation des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, il résulte de la maximisation générale un état d'équilibre appelé l'état de Pareto. C'est quoi cet état de Pareto? C'est on ne peut pas produire plus. On ne peut donner plus à quelqu'un sans prendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on produit plus, on va forcément en prendre à un autre. Donc du coup, lui, il ne va pas maximiser. Donc moi, je vais maximiser, mais pas l'autre. Donc il ne va pas être content. Donc on va déséquilibrer. Donc il ne va pas acheter. Donc s'il n'achète pas, je vais trop produire. Je vais baisser le prix. Enfin bref. Donc il a dit qu'il y avait un équilibre comme ça qui s'instaurait, qu'on appelle l'état de Pareto, qui était la panacée de la science économique et de l'économie en général, et en particulier au niveau de la microéconomie, c'est-à-dire de tout ce qui est tarif, prix. Prix, quantité, qualité, il y a un équilibre qui se fait d'après l'état de Pareto, d'après le modèle de Pareto, et un équilibre qui va se faire naturellement au bout d'un certain temps. La science macroéconomique, elle, donc là c'est la microéconomie, elle est née de la grande crise de 1929. Donc la macroéconomie, c'est quelque chose de très récent. Ça a moins d'un siècle. Mise en évidence qu'en laissant jouer les mécanismes de marché, il ne peut y avoir d'équilibre. C'est-à-dire que la crise de 29 a montré, on ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi la crise de 29, mais elle a montré surtout que il se crée un déséquilibre monumental, puisqu'en 1929, 10 millions de chômeurs ne demandaient qu'à travailler, mais pour maximiser les gains, il ne fallait pas produire plus. Puisque les entreprises considéraient que s'ils produisaient plus, ils risquaient de minimiser les gains. Du coup, ils produisaient juste un seuil qui évitait un investissement en machines, etc., pour rentabiliser au maximum les investissements déjà faits. Du coup, des gens se trouvaient au chômage, mais du coup, ils ne consommaient pas. Mais le fait de ne pas se consommer, on aurait pu dire, si les avaient employés, ils auraient eu de l'argent. S'ils avaient eu de l'argent, ils auraient pu consommer. Donc, enfin, la roue, elle s'est cassée là. En 1929, c'était grosso modo. Hein. Et donc, l'État devait intervenir pour réguler les marchés qui font plus de mal que les épidémies des temps passés. C'est-à-dire qu'avant, l'État ne s'occupait pas de la régulation des marchés. Ça se faisait naturellement. L'État de Pareto allait arriver, ça allait être formidable. Paix et sécurité sur Terre. Justice, avec le juste coût de justice. Et en fait, ils se sont rendus compte que non. À un moment donné, il y avait une sorte de machine qui s'emballait d'un côté, donc qui maximisait d'un côté et qui minimisait de l'autre. Donc ça a créé le désordre qu'on a connu en 1929. Donc l'État devait intervenir. Mais sur quelle science s'appuyer? Là, l'État s'est trouvé complètement démuni. Comment réguler ça? Eh bien, ils ont trouvé la science des agrégats. Intégration des éléments globaux d'une collectivité comme le chômage, l'inflation, le revenu national, pour essayer de trouver un équilibre, mais à un état supérieur. Puisque l'état de Pareto, c'est en microéconomie. Donc on a fait ce qu'on appelle les agrégats, c'est-à-dire faire des gros groupes, qu'on a essayé de trouver peser pour trouver un équilibre. Et en particulier, ce sont les écrits de John Maynard Keynes qui a permis cette théorie. Économiste, haut fonctionnaire et essayiste britannique, professeur d'économie à Cambridge. Et Roosevelt a appliqué les idées de la macroéconomie keynésienne pour sortir l'Amérique, les États-Unis, de la crise de 29. Donc ça a été un excellent test, puisque ça a marché. Donc si ça a marché, ça veut dire que c'est vrai.
Si c'est vrai, tout le monde s'est jeté dessus pour appliquer la science des agrégats de M. Keynes. Alors, il y a un petit débat sur le fait que Roosevelt n'appréciait pas M. Keynes, mais peu importe. En tout cas, il a appliqué les règles de M. Keynes. Les écrits, donc voilà le livre qu'il a écrit, M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Vaste programme, donc, qui ne manquait pas d'ambition. Donc, c'est la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, au niveau international et mondial. Nous avons vu qu'il y avait donc deux systèmes économiques. Un basé sur l'addition, qui était le marxien, un basé sur la soustraction, qui est le libéral. Le système adapté à la vision des fabricants. C'est-à-dire que le fabricant, il va utiliser ce système économique marxien qui va lui satisfaire pleinement, puisque c'est une mise en valeur de la régularité, de la qualité de produits techniquement bons. C'est-à-dire qu'il va chercher la qualité au niveau technique. Tout ça, ça se chiffre, ça se calcule. C'est une science exacte. On est dans la science dure, comme le matériau, c'est du dur. Donc, on va établir un prix. On a un juste bénéfice qu'on ajoute à ça. On a un prix, c'est stable. C'est stable. Les fabricants, personnes confrontées à la matière, justement, c'est-à-dire à l'immuable, concernent intrinsèquement l'immuable, le sédentaire, ce qui ne bouge pas. Celui qui a une usine de fabrication, il ne bouge pas. Il reste là. Il a monté son entreprise, il ne bouge pas. Donc là, on a des gens qui vont fabriquer un produit, qui vont être très contents de leur produit, qui est peut-être d'excellente qualité, et qui va aller dire, je vais caricaturer un peu, mais qui va aller dire à ses commerciaux, vas-y, vends. Et le commercial va lui dire, oui, mais là, les clients, il est super ton produit, mais ils n'en ont pas envie. C'est pas mon problème. Moi, je suis fabricant. Je fabrique un super produit. Toi, tu es le vendeur, tu dois vendre le produit. Donc, je caricature, mais on en est là. Maintenant, on a le système libéral de l'autre côté. Système adapté aux marchands et aux vendeurs. C'est le prix du marché. Je m'adapte. Mise en valeur de la nouveauté de produits émotionnellement attrayants. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt toujours être nouveau, toujours être. On est dans le mobile, dans l'éphémère, dans ce qui est volatile. Là, on a le système libéral. Trouver toujours le bon produit pour l'année prochaine, avant les autres, faire un bon coup, et après, il faut retrouver un autre produit. Vous voyez la différence fondamentale? Les marchands, les vendeurs sont des personnes confrontées à l'émotionnel, au psychologique, à l'inverse de la matière. C'est pas du dur. On pourrait dire c'est du mou. C'est du mou en psychologie. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans une science dure. Il faut s'adapter, il faut observer. Concerne intrinsèquement le changement, la nouveauté, le mouvement. Deux systèmes économiques qui s'affrontent violemment. C'est ce qui crée d'ailleurs énormément de difficultés dans certaines entreprises où on a deux mondes dans l'entreprise. On a un monde du fabricant, en général c'est tous les ingénieurs techniques, etc. Et on a un monde, la vente. Et là, ça s'affronte. Ça s'affronte parce qu'ils ont tous les deux des arguments, mais qui ne sont pas au même niveau, qui ne sont pas du tout en corrélation les uns avec les autres. Résultat, ça fait des conflits. Donc on est loin de cette formule juste prix égale juste coût plus juste bénéfice, on est loin d'apporter la paix et la justice. On a divisé le monde en deux. Mais cette division est bien plus vieille que 1776. Genèse chapitre 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme, donc on est vraiment au tout début de l'histoire de l'humanité. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Les deux frères sont définis par leur métier dès leur naissance. Ça, c'est un truc qui est super surprenant parce que là, nous, en français, ça a été traduit par Abel fut berger, comme si c'était il est devenu berger plus tard. Alors qu'en hébreu, c'est Abel, donc il vient de naître, il est né là. Et c'est Abel le berger. On définit rarement quelqu'un par son métier à la naissance. Enfin, je sais pas. Et Caïn, lui, il est laboureur. Les antagonismes et les caractères étaient clairement affichés dès le départ. Il y avait déjà une opposition phénoménale. Abel était éleveur, donc nomade. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il n'y avait plus d'herbe, on se déplace, on va plus loin.
le propre de l'éleveur, c'est de se déplacer. On connaît ça avec les transhumances, etc. Enfin, le propre de l'éleveur, c'est de se déplacer, d'aller chercher le point d'eau, d'aller chercher l'herbe. Caïn était agriculteur, donc sédentaire. Le propre de celui qui laboure, c'est de rester là où il a labouré. Donc on a la confrontation de ces deux modes économiques dès l'origine de l'humanité. Et on sait que l'affrontement entre les deux a été violent, puisque Caïn a tué Abel. D'ailleurs, c'est amusant, puisque dans le texte en hébreu, il est dit que Caïn appela Abel, enfin amusant, il y a un petit quelque chose d'intéressant, c'est que Caïn appelle Abel, et le texte nous dit, en hébreu, et il lui dit, et il y a un blanc. Il y a un blanc. C'est-à-dire que dans le texte en hébreu, il y a un blanc. Et le texte continue, et on ne sait pas ce qu'il a dit. On ne sait même pas s'il a dit quelque chose d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir que le dialogue entre les deux est un peu un dialogue de sourds. De sourds-muets. Genèse 43, 32, un autre texte. On servit Joseph à part et ses frères à part. Donc ça, c'est Joseph qui n'est pas encore reconnu par ses frères. Donc qui est, pour ses frères, c'est un Égyptien. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les Égyptiens ne supportaient pas les Hébreux. C'était une abomination que de se retrouver à table avec eux. Les Égyptiens sont des sédentaires en puissance. C'est-à-dire que les Égyptiens, l'économie égyptienne antique, c'est la sédentarisation. C'est tout sauf le nomadisme. C'est on reste fixé autour du Nil, il y a la crue du Nil, le Nil nous apporte les bienfaits, une fois par an il monte, il redescend, il y a les limons, on cultive. C'est dans la Bible, l'Égyptien, c'est le sédentaire, par excellence. Les Hébreux sont des nomades en puissance. Donc forcément, les deux modes économiques s'affrontent de façon violente. Violente. Je dirais presque d'un côté, on a le système économique marxien, et de l'autre côté, on a le système économique libéral. Donc forcément, ils ne pouvaient pas s'entendre. Les Hébreux étaient éleveurs, donc nomades. Les Égyptiens étaient agriculteurs, donc sédentaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les textes bibliques qui nous parlent de l'Égypte, remarquez une chose. Le défaut d'individualité des Égyptiens est renforcé par le fait qu'ils n'ont pas de nom. Dans la Bible, les Égyptiens n'ont jamais de nom. Ils ont des fonctions. À aucun passage dans la Bible, il est parlé du nom du pharaon. C'est le pharaon. Il n'y en a qu'un auquel on a donné un nom, c'est Potiphar. Mais Potiphar, en égyptien, n'est pas un nom, mais une fonction. Nous, on lui a donné le nom parce qu'on a mis un P majuscule et puis voilà, Potiphar. Mais en fait, c'est une fonction. Donc les Égyptiens n'ont pas d'individualité propre. Ils n'ont pas de nom. Ils sont nommés par leur fonction. Pourquoi ? Parce que pour Pharaon, chaque être humain est un instrument. On est dans le marxisme, avant l'heure. C'est-à-dire que dans le système marxien, l'ouvrier, il est un numéro, il a un emploi, il remplit une fonction, c'est un instrument. Il rentre dans la chaîne de production. Le comble de la sédentarité, donc, dans la Bible, c'est l'Égypte. Dans le livre d'Esther, tout le monde porte un nom. C'est l'inverse. Mais là, on n'est pas en Égypte, on est en Mésopotamie. Le comble du nomadisme, c'est Babel, la Mésopotamie. Babel, séparation des langues, tout le monde se déplace, tout le monde va à travers le monde. Donc ça, c'est le nomadisme, c'est l'inverse du sédentaire. Et la Mésopotamie en particulier. Pourquoi ? Bien parce qu'en Mésopotamie, c'est un lieu désert, il y a des fleuves, mais il n'y a rien autour, il n'y a rien. Ce ne sont pas comme le Nil avec des crues qui apportent des limons fertiles, il n'y a rien. Donc la seule chance de survie est d'être un marchand. Donc en Mésopotamie, on a affaire à des marchands, à des nomades, qui vont aller chercher des produits, qui vont aller les rapporter ailleurs pour les vendre, faire des bénéfices et racheter d'autres produits, etc. en permanence. Donc c'est en permanence la nouveauté, en permanence des nouvelles matières, des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, des nouveaux ceci, des nouveaux cela. Donc on est vraiment dans le marchand. Israël est fondamentalement... Et Israël, ce qui est intéressant, c'est qu'il est entre les deux. Israël se trouve exactement entre les deux. Et Israël est fondamentalement nomade, puisqu'il a voyagé dans le désert, etc. Et Dieu lui donne une terre. Donc Dieu l'amène à se sédentariser.
Je n'ai pas mis les passages, mais dans le Lévitique, vous pourrez lire que Dieu dit, maintenant tu es dans ton pays, tu vas avoir des récoltes, mais à chaque moisson, tu dois amener les prémices, et à chaque fois que tu amènes les prémices, tu dis, je suis nomade sur terre. En fait, il y a toujours cette référence, je ne suis pas sédentaire. Mais donc, ça veut dire qu'Israël est fondamentalement nomade, sédentarisé. Israël est le liant entre le nomade et le sédentaire, dans la parole de Dieu. Il est nomade, il est donc forcément rejeté par l'Occident sédentaire. L'Occident est fondamentalement sédentaire. Donc le peuple nomade, on ne le supporte pas. Raison pour laquelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs et les Tziganes ont été mis ensemble. Pourtant, honnêtement, je ne sais pas si vous avez un point commun entre les deux, mais il n'y en a pas, à part le fait qu'ils sont considérés nomades. D'ailleurs, Hitler disait bien que les Juifs, le peuple juif est un peuple apatride. D'ailleurs, quand on parle de quelqu'un de errant, on va toujours prendre l'image du juif errant. En fait, c'est l'image du nomade. Donc forcément, tout ça, c'est pour expliquer un peu l'histoire aussi. C'est-à-dire que, outre le fait qu'évidemment, qu'il y ait la parole de Dieu, le message, etc., mais il y a aussi, fondamentalement, le fait d'être ni l'un ni l'autre, ou d'être les deux. Eh bien, il est rejeté par l'Occident sédentaire, alors qu'il est nomade. Mais comme il est sédentaire parce qu'il s'installe dans un pays qui est Israël, eh bien, le Moyen-Orient, on va dire, mais c'est quoi? Ce sont des sédentaires, ce sont des sionistes. Parce que le Moyen-Orient, eux, ils sont nomades. Donc forcément, on a là une partie de l'explication du rejet systématique du peuple juif par l'Occident et par le Moyen-Orient. C'est une autre. C'est pas la seule, mais elle fait partie de la compréhension de la difficulté actuelle qui se situe dans le secteur géographique d'Israël, avec ce conflit israélo-palestinien et ces deux mondes qui s'affrontent, sachant qu'ils sont les deux. Je dirais, c'est comme si vous avez des amis lors d'un repas, vous avez deux amis, puis les deux s'opposent frontalement sur des sujets un peu épineux, et que vous êtes d'accord avec les deux. C'est-à-dire que vous dites, ouais, mais je suis un peu d'accord avec toi, je suis un peu d'accord avec toi. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez avoir deux ennemis. Parce que soit vous êtes d'accord avec l'un, et vous avez un ennemi, un copain, soit vous êtes d'accord avec l'autre, et vous avez un ennemi, un copain. Mais si vous êtes d'accord avec les deux en essayant de jongler les deux, si c'est vraiment des avis tranchés, évidemment, forcément, on a deux ennemis. Ça ne se passe pas bien. Donc voilà, donc là, c'est le principe, en fait. Qu'est-ce que nous lisons, nous? Éphésiens, chapitre 2, verset 19, dans le Nouveau Testament. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quand on s'approche de Dieu et qu'on devient disciple de Christ, qu'on accepte le salut en Christ, eh bien, on ne devient plus étranger, on devient de la famille de Dieu. Donc, quelque part, on se sédentarise. On n'est plus en recherche, on a trouvé. 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Mais en même temps, on reste des étrangers. En fait, on a le même statut, mais sauf que c'est plus au niveau, je dirais, économique terrestre. C'est au niveau, le chrétien est le liant entre le passager terrestre et le permanent céleste. Donc forcément, on va avoir, comme il est dit dans notre texte, une odeur de vie pour ceux qui sont morts et une odeur de mort pour ceux qui refusent la vie. Puisqu'en fait, quelque part, on va avoir ces deux couleurs qui fait que, évidemment, avec ceux qui ont la vie, on a la vie, donc tout va bien. Mais on ne va pas être accepté partout. Y compris chez des gens qui se disent chrétiens, parfois, et qui vont avoir une attitude de rejet. Parce que le chrétien n'est pas un TTS, un très très spirituel qui a les pieds qui ne touchent plus par terre, et il n'est pas non plus les pieds enracinés dans le sol. Il a la tête dans le ciel et les pieds sur terre. La science économique face à la Bible maintenant. Donc on a vu ce qui se passe. On va regarder un petit peu plus près. La science. Très rapidement, pendant des siècles, la science était considérée comme ennemie de la foi. Encore aujourd'hui pour certains, malheureusement.
Pourquoi? Pourquoi cette considération? Alors, pour bien comprendre, on va faire un tout petit flash sur des choses qu'on a déjà vues, mais je fais un tout petit résumé. Ce que l'homme était à la création, pour bien comprendre pourquoi la science a-t-elle été comme ça, une sorte de mise en opposition systématique à la foi. Avant la chute, Dieu a créé l'homme avec un corps qui communique avec l'extérieur, ce corps, au travers de 9 sens. On l'a déjà vu, il y a 9 sens. En général, on en connaît 5, mais il y en a 9 qui sont nommés ici, je ne vais pas les lire pour gagner du temps. Donc on a 9 sens qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur. C'est physique, physiologique. On a une âme qui interagit avec le corps via 6 attributs, donc l'affection, la raison, la mémoire, mais la mémoire se décompose en 3 mémoires, je ne rentre pas dans le détail, hein, l'imagination, l'analyse, la pensée. Donc ça, c'est l'âme, et elle va interagir avec le corps et avec l'esprit, qui elle est plus centrale encore dans notre personne. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait avant la chute? Il oriente l'âme par les 7 esprits de Dieu, qui sont la sagesse, etc. Bon, pardon. Donc je passe assez rapidement. L'objectif, c'est ça, c'est de montrer que avant la chute, la Bible nous dit que l'homme c'était l'esprit qui dirigeait, j'ai mis ici, voilà, qui oriente, dirige, pilote le reste de l'être. Ça, c'est avant la chute. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu est le père d'Adam et Ève, il les a fabriqués tous les deux. Il enseignait Adam et Ève pour arriver au bonheur individuel. Donc, au travers, il y avait l'arbre de vie, qui n'est autre que Jésus-Christ dans le jardin d'Éden, qui alimentait l'esprit par toutes sortes de connaissances, de sagesse profonde, et qui alimentait les sens, ce qui fait qu'on arrivait dans un épanouissement des sens, pour que les sens soient au service d'un épanouissement de la personnalité, de l'individualité. Et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, en fait, il y aura cette transmission, cette couleur de vie à toute l'humanité. C'était avant le jardin d'Éden, avant la chute. Satan s'est substitué au Père, il a commencé à enseigner Adam et Ève, au travers du fruit défendu, etc., pour arriver à la jouissance individuelle. Regardez, tout à l'heure, on était dans un épanouissement individuel, là maintenant, on est dans une jouissance individuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce que vont proposer tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau des sens, justement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'excitation des sens pour en arriver à une jouissance personnelle, laquelle, et soi-disant, va alimenter notre individualité. Alors qu'en réalité, on voit bien que dans une sphère, tout ce qui se concentre vers le sens va venir plutôt oppresser le centre, plutôt que l'inverse. On n'est pas dans un épanouissement, une ouverture, mais dans une fermeture. Et à l'établissement du royaume terrestre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on transmet la même chose. Voilà. Et les sens orientent, dirigent, pilotent le reste de l'être. La chute, c'est ça. C'est-à-dire que la chute, on a une inversion du système. On a un système qui était vers l'épanouissement de l'esprit vers les sens, et à la chute, on a les sens qui viennent étouffer la vie de l'esprit, l'individualité propre. Je reviens maintenant sur pourquoi la science a été considérée comme ennemie de la foi pendant des siècles, et encore aujourd'hui. Depuis la chute, les sens orientent, dirigent, pilotent le reste de l'être. La science se donne pour but de comprendre et d'expliquer la réalité par les sens. En fait, la science, c'est de dire, j'explique parce que je vois, je goûte, je sens, j'entends, je touche, enfin voilà. Plus ma raison, là on touche à l'âme, voilà, je pars de l'extérieur et je rentre à l'intérieur. Pour savoir comment ça marche. Depuis la chute, la foi permet de saisir la grâce de Dieu pour ramener l'esprit aux commandes. Je mets aux commandes entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est plus les sens qui nous dirigent, mais c'est une maîtrise de soi où nos sens sont à notre service dans l'épanouissement, et non l'inverse. La foi est le moyen de saisir, de comprendre la réalité par la révélation de l'esprit. Pour savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça marche, dans quel but ça marche. Question auxquelles la science ne peut pas répondre. La science ne peut pas répondre sur dans quel but il y a l'univers. La science peut répondre sur comment l'univers fonctionne. Mais quel est le but de l'univers? Là, on n'est plus dans le domaine de la science dure. On peut être dans la métascience à la limite, mais pas dans la science. Savoir comment ça marche, question auxquelles la foi n'a pas vocation à répondre. La foi n'a pas vocation à répondre comment l'univers marche. Comment les planètes tournent autour, comment l'arbre y pousse. La foi n'a pas vocation, je dis bien que la foi
n'exclut pas, mais elle n'a pas vocation à répondre à ce genre de questions sur comment ça marche. Savoir comment fonctionne une voiture ne me permet pas de savoir où elle va me conduire. C'est très bien de savoir comment ça marche une voiture, le moteur, le carburateur, le turbo, les freins, le cerveau-frein, le volant, la vitesse, etc. C'est formidable. Mais ça va pas me donner où il faut aller. Je sais comment elle fonctionne, c'est très intéressant, ça ne me dit pas comment il faut aller. Comprendre qui a fait la voiture et pourquoi, dans quel but il l'a créée, cette voiture, me donne l'opportunité de me renseigner sur le créateur pour savoir où cette voiture peut me conduire. Donc, rechercher comment fonctionne l'univers, c'est ce que nous dit la Bible, doit m'interpeller sur qui a fait l'univers et quel but il avait au travers de cet univers. Et auquel cas, si je m'intéresse à celui qui l'a fait et au but qu'il a donné à l'univers, je vais y découvrir une raison d'être. Donc c'est un moyen. Mais il n'y a pas de confrontation en réalité entre la foi et la science. C'est juste que les deux répondent à deux questions différentes. La science, comme l'a dit Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. Vous avez pas mal de personnes qui ont un vernis scientifique et qui vous disent parce qu'ils sont scientifiques, on exclut toute foi. Mais quand on gratte, c'est un vernis, parce que quand on creuse vraiment la science, on se rend compte que la science ne répond pas à des questions, mais ce n'est pas son but non plus. La science n'a pas pour vocation à répondre à des questions métaphysiques, d'objectifs du monde, de raison d'être du monde et de la vie. La foi, oui. Maintenant, économique. Donc, on a vu la science, pourquoi elle s'affronte, pour bien comprendre la problématique de la science économique face à la Bible. Économique. Pendant des siècles, l'économie n'était pas de l'ordre de la foi, comme la science. Enfin, il y avait une sorte d'opposition, pas vraiment opposition, mais on va dire que ce n'était pas de l'ordre de la foi. Pourquoi? La richesse matérielle était suspecte. On suspectait. Donc, elle n'était pas mauvaise en soi, mais on suspectait. Pourquoi? Elle ne répondait pas à des lois stables et contingentes. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse, ce n'est pas quelque chose qui répond à des lois. On a essayé de dire, et encore aujourd'hui malheureusement, il y a des mouvements qui disent il est dans la réussite sociale, la réussite professionnelle, il a beaucoup d'argent, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Il n'a pas de réussite, il est dans la misère, donc c'est quelqu'un de pas bien. Il y a des gens qui raisonnent comme ça encore aujourd'hui. Mais on sait bien, il suffit d'avoir un peu d'expérience, un peu de vécu social, pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont très bien et qui n'ont pas réussi parce qu'il y a eu des difficultés, des contextes qui ont fait que. Il y en a d'autres qui ont réussi, qui honnêtement sont peu fréquentables. Bref, on sait bien qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Donc, ce n'est pas maîtrisable. Donc, c'est suspect. C'est suspect. Il y a eu différentes phases dans l'histoire. C'était pas bon, c'était bon, c'était pas bon, c'était bon. Et la richesse impliquait une plus grande maîtrise de soi car elle donnait accès au plaisir. Ça c'était le credo un petit peu du christianisme, surtout du christianisme catholique, mais aussi protestant, de dire que la richesse est dangereuse en réalité parce qu'elle donne accès à des plaisirs charnels, à des plaisirs sensuels. Dans sensuel, il y a sens. Puisqu'on pouvait se le permettre, on pouvait se le payer. Alors que celui qui n'a pas de sous, qui n'a pas d'argent, ne peut pas. Donc, quelque part, c'est mieux de ne pas en avoir quand on n'est pas tenté. C'était un peu la façon de parler. Elle était donc réservée à une élite, la richesse. Seuls les gens très bien, une grande maîtrise de soi, pouvaient avoir accès à la richesse. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui dans l'histoire que même au niveau de certains ecclésiastiques qui avaient accès à des grandes richesses, ça a été atroce au niveau de la moralité et de ce que ça pouvait donner, autant dans le catholicisme que dans le protestantisme d'ailleurs. Mais c'était réservé à une élite qui, soi-disant, avait la maîtrise de soi, par rapport au bas peuple qui n'avait pas cette maîtrise de soi. Donc c'est pour ça que l'économie, tout ce qui était économique, tout ce qui était fiduciaire, tout ce qui était de l'argent, était quelque chose de suspect. Pas forcément mauvais en soi, surtout qu'il était toujours très intéressant d'être copain avec celui qui avait de l'argent, donc on n'allait pas lui dire qu'il était mauvais en lui-même, mais voilà. Mais voilà, c'était suspect. L'élite, on se rend compte que pour l'élite, les richesses étaient devenues une nécessité. Alors qu'elles ne sont que nécessaires. C'est comme tout à l'heure entre juste prix et juste coût. J'ai mis deux mots exprès ici
pour montrer l'ambiguïté. Qu'est-ce que quelque chose de nécessaire? Quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui est requis pour répondre aux besoins de quelqu'un ou du fonctionnement de quelque chose. C'est requis. C'est pas indispensable, c'est requis. Voilà. C'est normal, voilà. Par contre, quand on dit nécessité, c'est qui est indispensable. Donc, c'est-à-dire que pour l'élite, il était indispensable d'avoir de l'argent. De la plus grande importance, qui est impérieux, c'est-à-dire qui force à céder. C'est-à-dire que l'argent devenait une priorité absolue. C'était une nécessité. Alors qu'en réalité, l'argent, enfin la richesse, est nécessaire. On sait tous qu'il faut de l'argent. Hein. Mais ce n'est pas une nécessité dans le sens où ce n'est pas quelque chose d'impérieux qui peut nous amener à céder sur certains points pour en avoir. Ce n'est pas une priorité absolue. Petite nuance. Revenons à la science économique. Maintenant qu'on a situé les choses, on a vu qu'il y avait deux systèmes économiques, le marxien et le libéral, système socialiste-communiste marxien, le système libéral, j'aurais pu rajouter entre parenthèses américain dans la caricature. L'effondrement du mur de Berlin a été un point final à un effondrement prévisible. C'est-à-dire que le système marxien, on sait, alors surtout maintenant avec le recul, mais on sait que depuis Lénine, surtout Staline, il y a eu un appauvrissement de tout le territoire, je veux dire, communiste qui était derrière le mur, le fameux mur, avec pour justement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour augmenter le PIB de la Russie, de l'URSS, Staline a fait vendre tout le cheptel, ce qui fait que, sur une année, ils avaient un PIB extraordinaire, mais l'année suivante, il n'y avait plus rien, c'était la famine. Et donc, l'année suivante, il a vendu tout le blé qui était en réserve, qui devait servir normalement à semer pour l'année suivante. Il l'a vendu pour épater la galerie, pour montrer qu'il avait un PIB énorme. Donc, ça montrait bien le déséquilibre, en fait. Et donc, toute la partie de l'Union soviétique s'est effondrée avec le point final lors du mur de Berlin, la perestroïka et Gorbatchev. Alors, évidemment, je caricature un peu et je simplifie à outrance parce que ce n'est pas le sujet de faire étudier la politique internationale de l'URSS aujourd'hui. Mais voilà, l'axe principal, il est là. Le système libéral montre ses limites parce que la mondialisation aujourd'hui démontre une perte de maîtrise des États au profit des multinationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un effet retour qui fait qu'on a vu qu'à la macroéconomie, après 1929, les États ont dû commencer un petit peu à juguler les marchés. Mais aujourd'hui, il y a des multinationales qui sont implantées partout, comme leur nom l'indique, sur la planète. Et c'est un peu eux qui commencent à tirer les ficelles et les États ne peuvent plus gérer et juguler. Il n'y a aucun équilibre. L'équilibre promis par l'État de Pareto et par la science des agrégats se trouve être un fiasco aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes plus dans aucun équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Au contraire, il ne s'agit que d'extrémisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des réussites insolentes ou des échecs cuisants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de juste milieu. On a celui qui se lance, où il réussit d'une manière quasiment insolente. On a ça, par exemple, la Chine, où on voit très bien, parce que c'est assez récent qu'il y ait eu cet essor économique, ce pseudo-libéralisme dans un univers socialiste. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et donc qui est au détriment d'ailleurs de l'écologie, puisqu'en fait là, ça va dans tous les sens, c'est plus gérable, donc au niveau de ces multinationales. Et donc on a des réussites, mais insolentes. Insolentes. Mais on a ça aussi de l'autre côté, hein, on en a partout. Ou alors des échecs cuisants. Il faut être dans le bon coup. Les rentabilités aujourd'hui, les rentabilités financières, elles ne se chiffrent plus en dizaines de pourcents. Soit c'est du plus 100%, soit c'est du moins de 100%. En fait, ça part dans tous les sens, quoi. Donc l'équilibre promis, la justice promis, qui aurait été issue de la justesse des calculs, de la science dure, se trouve être un fiasco. Ce qui était une opportunité hier sera un désastre demain. Combien de fois on entend magnifique, merveilleux projet Airbus A380, au tout début c'était la panacée, c'était extraordinaire pour les 50 prochaines années. Et 8 ans plus tard, c'est une catastrophe, on arrête, c'est horrible, c'est une catastrophe. En fait, ce n'est que ça aujourd'hui. On va mettre en avant des réussites insolentes et extraordinaires, et on va parler, alors
plutôt subrepticement parce que ça fait un peu mal, mais des échecs cuisants. Raison pour laquelle, depuis quelques années, le PIB posait problème d'ailleurs. C'est-à-dire que le PIB devenait ingérable. Ingérable. Indice calculé sur la base de denrées occidentales. À partir du moment où on avait des denrées occidentales, on disait le PIB des États-Unis, de l'Europe ou de la France, c'est tant. Pour l'Ouganda, c'était un peu plus compliqué. Donc là, il y avait une disparité énorme. En plus, il s'est avéré qu'il y a un énorme problème. C'est-à-dire que, prenez un pays comme la Colombie, par exemple. Un pays trafiquant de drogue, extrêmement violent. Le PIB se calcule sur la valeur commerciale et marchande qui sort ou qui rentre dans le pays. C'est-à-dire que la Colombie avait un PIB extraordinaire. Mais c'est un pays qui était pourri par la violence. Donc on se rendait bien compte que le critère de l'indice économique du PIB, en fait, était complètement faussé. Donc ça posait de plus en plus de problèmes, donc on a évolué et on est passé à l'IDH, l'indice de développement humain, dans lequel on a rajouté de l'éducation, de la santé, de la production industrielle. Donc on essaye de mettre un petit peu tout en comptabilisant le nombre de malades, des malades graves, pas graves, l'éducation, l'analphabétisme, avec des taux. Alors là, ça devient plutôt vaporeux, plutôt glissant, plutôt un peu style anguille. C'est très difficile. Et puis, il y a des pays qui sont du coup complètement oubliés dans tout ce système, parce que production industrielle, pareil pour l'Ouganda, ça ne marche pas pareil. Les critères ne sont pas les mêmes que pour un pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Donc, c'est très compliqué. La science de la microéconomie n'est plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait rentrer des indices qui ne sont plus le prix, on sort du modèle de Pareto, donc la microéconomie n'existe plus. C'est-à-dire que le monde merveilleux de la microéconomie, promis par, je parle de Pareto, mais il y en a d'autres, hein, je pris celui-là, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que lui, mais par le monde de la microéconomie, n'est plus. Et les guerres politico-commerciales sonnent le glas de la macroéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, les pseudo-conflits entre les États-Unis, l'Iran, la Chine, où je boycotte certains produits, je les taxe, et l'autre qui dit je taxe. Enfin, on sent bien qu'il y a une guerre économique, mais qui est malsaine en fait, puisqu'elle essaye de trouver des équilibres dans les déséquilibres imposés par les multinationales. Donc, tout ça pour dire, sans entrer dans les détails non plus, mais tout ça pour dire que la science de la microéconomie n'est plus. Il n'y a plus de science de la microéconomie. On essaie de sauver les meubles, mais il n'y en a plus, puisque c'est l'IDH. Voilà. Et la macroéconomie ne fonctionne plus à cause ou grâce, ça dépend de quel côté on se place, mais de la mondialisation. C'est un état de fait. Mais au fait, de quoi est née l'économie? On revient aux sources. 1776. Notion apparue au XVIIIe siècle, 1776. Avant 1776, on ne parlait pas d'économie. Ça n'existait pas, l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle? Époque où la notion de communauté devait disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, il ne devait plus y avoir de communauté. Il ne devait plus y avoir de famille. Il y a des résonances avec ce qui se passe aujourd'hui. Il ne devait plus y avoir de famille. Il ne devait plus y avoir de classe sociale. Il ne devait plus y avoir d'ethnie. Alors, pour certains, c'est une bonne chose, mais pas pour tous. Avec en finalité la Révolution française, 1789, qui est le point de mire, le phare dans cette nuit d'obscurantisme social et de justice en Europe et dans le monde, puisque c'est le point de repère de la justice qui apparaît, c'est la Révolution française, avec les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est ce qu'on entend partout, c'est formidable. C'est formidable, sauf que je vous inviterai à relire la Déclaration des droits de l'homme, et les hommes n'ont aucun devoir envers les autres. C'est-à-dire que la Révolution française, les droits de l'homme, comme son nom l'indique, ce sont les droits de chacun. J'ai des droits. Mais dans aucun texte de la Révolution française, il n'est parlé de devoir envers autrui. Donc si l'autre il meurt, ben il meurt. C'est son problème. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Je n'ai aucun devoir envers mon prochain. Donc là, on vient
c'est la rupture totale avec l'esprit de communauté. Je ne parle pas de communautarisme au sens où on l'entend aujourd'hui, mais on détruit tout esprit de communauté, y compris familial. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut dicter des lois où l'enfant de 12 ans peut mettre ses parents au tribunal parce qu'ils lui ont fait une violence psychologique en le privant de son dessert. Non, mais je plaisante pas. Je ne plaisante pas. C'est sérieux. Plus de 65% des responsables de l'enfance au niveau de l'Europe sont des célibataires sans enfants. Et c'est eux qui édictent des lois sur comment on élève des enfants. Et on brise tout esprit de communauté et de famille. Donc ça part de 1789. Il faut juste en avoir conscience. Avant, il y avait un esprit très fort de communauté, avec des contraintes et avec des dérives, pas de problème. Le peuple qui a le plus apprécié les droits de l'homme, c'est les Juifs. Parce qu'ils sont devenus apatrides, ils n'avaient aucun droit, et en 1789, ils ont acquis des droits, donc ils étaient contents. Et pas que, mais voilà. Donc ça, mais l'équilibre. 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, l'homme libre, du coup, devient seul. Avant, il faisait partie d'une communauté, d'une famille. Depuis 1789, l'homme libre est seul, il a des droits. Et aujourd'hui, on ne revendique que des droits. J'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela, mais et les devoirs, il n'y en a plus. C'est les droits. Ça, on arrive au bout là de la lancée de 1789 et du siècle des Lumières. La devise de la Première République, donc 1789, Première République, dites-moi quelle était la devise de la Première République. La devise. Liberté, égalité. Ah, vous ne parlez pas fort. Hein. Liberté, égalité. Eh ben non. La première devise la devise de la Première République, c'était liberté, égalité. Point. Il n'y avait aucune notion de fraternité, aucune notion de communauté. La devise liberté, égalité, fraternité est arrivée en 1848, lors de la Deuxième République, donc après l'Empire. Bien après. On l'a rajouté parce que ça commençait franchement à plus être tenable. Parce qu'il n'y avait plus aucun devoir envers autrui. C'est pour ça qu'il y a eu, pendant la Révolution française, il y avait des droits. Et donc, certains s'octroyaient des droits. En Vendée, il y a eu des massacres. On valorise la Révolution française parce que c'est extraordinaire. Il faut juste quand même se dire que, je vais donner juste un exemple, parce que si on en a jusqu'à la nuit avec tous les exemples qu'il y a. En Vendée, les révolutionnaires ont massacré plus de 120 000 personnes. Accrochez-vous, 120 000 personnes, uniquement parce qu'ils avaient la foi. Donc, ils faisaient partie d'une communauté. Et le trophée, c'est la Révolution française. Le trophée, ce qui était vraiment, pour montrer qu'on était un excellent révolutionnaire, c'était avec la peau des victimes de se faire des pantalons. Et il y a des révolutionnaires qui se pavanaient, on oublie de le dire dans le livre, mais il faut juste quand même montrer la violence. La violence. Ils se pavanaient avec des pantalons en peau humaine. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais pour montrer que la Révolution française, j'avoue que personnellement, quand on m'en parle, j'ai beaucoup de mal à garder le sourire. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a cassé tout ce qui était esprit de communauté. Je ne parle pas de communautarisme, d'isolement d'une communauté, etc. Je parle vraiment de l'esprit de fraternité, qui a été rajouté bien après. Il n'y a plus aucun lien social. À la Révolution française, il n'y a plus aucun lien social. C'est « je suis tout seul » et c'est « si je veux m'en sortir, c'est la loi du plus fort, il faut que je cogne et il faut que je détruise l'autre ». Mentalité qui est restée encore aujourd'hui. Les échanges économiques devaient faire le nouveau lien social. Il n'y avait plus de lien social, donc c'est quoi il fallait bien partir de quelque chose. Donc le nouveau lien social, puisqu'il n'y en avait plus au niveau communauté, au niveau ethnique, au niveau, etc., plus rien, eh bien en fait, c'est justement, et c'est pour ça que ça a pris, et que c'est à partir de là qu'on a parlé de la science économique, c'est le lien social devait être
les échanges économiques. Les seules entreprises qui sont solides aujourd'hui, c'est quoi? Et je vais juste faire un... Quand on a démarré, quand les politiques ont démarré l'Europe s'est basée sur ce qu'on appelle le traité de Rome. C'était quoi le traité de Rome? Le traité de Rome, c'était de dire, on est plusieurs pays, c'est la fraternité économique, donc on ouvre les frontières, si les marchandises circulent librement, alors il va y avoir la justice, parce que le juste prix va être la justesse du coût, plus le juste bénéfice. Et donc ça va équilibrer tout ça, et on va arriver à un équilibre de justice extraordinaire. L'un des acteurs extrêmement dynamiques de la construction de l'Europe, c'est la France, d'accord, et les Pays-Bas, et surtout la France. Donc ça, on a vu ça quand on avait étudié sur les prophéties de bibliques qui nous parlent de l'Europe. Et donc, l'une des personnes, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui s'est battu et qui, avec humour, je dirais, et qui s'est pris sa copie en forme de boulette dans l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un retour dernièrement sur sa constitution européenne, parce qu'en fait, c'est un fiasco, puisqu'on n'est pas du tout dans un équilibre de justice en Europe, dans la construction de l'Europe. On voit qu'il y a des disparités extraordinaires, avec des délocalisations, qui fait que là, on voit aujourd'hui le système qui s'est enclenché. Bref, les seules entreprises aujourd'hui qui sont solides, eh bien, ce sont celles qui ne sont pas justement dans la microéconomie ou la macroéconomie. Ce sont lesquelles? Eh bien, ce sont les entreprises familiales. Ce sont les entreprises familiales qui ont gardé un esprit de famille. On a des entreprises comme Peugeot, comme L'Oréal. Alors, il y a des problèmes, je ne suis pas en train de dire que c'est merveilleux. Mais je dis que, pourquoi? Parce que ces entreprises-là ne se sont pas basées et ne se basent pas sur la microéconomie ou sur la macroéconomie. Ils se basent sur une transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire que quand ils font un investissement, l'investissement, il est pour dans 25 ou dans 50 ans. Comme le faisaient nos aïeux ou nos grands-aïeux, quand ils plantaient un arbre, ce n'était pas pour avoir des planches, c'était pour que le fils ou le petit-fils puisse faire des planches. La vision était d'une transmission. Aujourd'hui, on n'est pas dans une transmission. Aujourd'hui, quand c'est du long terme, c'est 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, il faut que je me ramasse un maximum de bénéfices, parce qu'après, je pars et je fais autre chose. Donc, on voit bien que tout le lien social s'est effondré. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La parole de Dieu, elle nous propose quelque chose de totalement différent et qui ne va pas être basé sur les échanges économiques. On l'a bien compris. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si Christ est accepté dans nos vies, nous devenons libres. Et on va inverser la vapeur au niveau de notre vie. On ne va plus être tout de l'extérieur qui va venir à l'intérieur, donc on va dire un vampire. Enfin, en psychologie, on appelle un vampire, c'est quelqu'un qui aspire l'énergie extérieure vers lui. On va devenir, au contraire, épanoui. Épanoui, on sent bien la notion de « on s'ouvre ». Éphésiens chapitre 3, verset 6. Et alors, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire que le message de la parole de Dieu, de la Bible, de Dieu, qui nous adresse, c'est que le salut offert, c'est pas un truc comme ça, un truc de plus qu'on peut avoir dans son escarcelle ou qu'on peut épingler sur son t-shirt. C'est juste, pour reprendre le mot juste, retrouver l'équilibre de la liberté et retrouver le lien qui nous unit tous par la foi pour savoir pourquoi, pour connaître quel est le but, pour connaître quel est le but de tout ça et de ma vie. Qu'est-ce que je fais là? Parce que si j'écoute que la science, je suis tombé par hasard, je vais repartir par hasard, me faire écraser par hasard, peut-être par hasard demain, j'en sais rien. Tout est un hasard, je suis là, je suis pas là, c'est pareil, ça change rien. Franchement, c'est pas hyper motivant. C'est pas hyper dynamisant. Donc ici, la science économique face à la Bible, eh bien la science économique a voulu proposer au monde un remplacement et une nouvelle religion, et qui n'a pas mis longtemps à s'effondrer. Ce qui est triste, c'est que le modèle économique se retrouve dans l'économie du salut.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certaines églises qui prônent la réussite, c'est-à-dire que le bon chrétien, c'est celui qui réussit pas, c'est un mauvais chrétien. On a toutes sortes de choses qui sont des calques, des superpositions de calques du système économique. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.